J'en peux plus de vivre cette situation. Je vous en supplie, si vous vous trouvez au métro Glenmont, mettez fin à mes jours. Aucun être humain, ou d'ailleurs aucun être vivant, n'a enduré plus de souffrance que le sujet d'essai clinique S47. S47 était un homme en bonne santé, qui s'était porté volontaire pour tester un médicament appelé Mentanovox. Le Mentanovox améliore généralement légèrement la mémoire et la cognition. S47 a une réaction bien différente au médicament. J'ai été la scientifique qui a administré la dose de Mentanovox à cet homme. J'ai consulté ses médecins aux urgences, juste après qu'il ait été retrouvé effondré sous un banc à la station de métro Glenmont. J'ai une connaissance directe du traumatisme dévastateur qu'une réaction croisée au Mentanovox peut provoquer. Alors bien sûr, je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un m'a supplié de lui faire subir ce que S47 a vécu. Et puis, j'ai pris le médicament moi-même. Le Mentanovox est essentiellement un accélérateur d'ion calcium associé à une protéine qui se lie à certains neurorécepteurs dendritiques. Il accélère considérablement la transmission des signaux dans le cerveau. Quand j'ai administré un test de vitesse mentale au sujet S47, 30 minutes après lui en avoir donné 25 mg, il a réalisé des exploits mentaux incroyables, voire inhumains. Il a complété un mot croisé de 50 mots en 3 secondes, résolu un labyrinthe dessiné sur une feuille grand format en 2, et son esprit fonctionnait assez vite pour attraper des Cheerios lancés avec des baguettes. Le Mentanovox a poussé bien au-delà des capacités humaines en termes de vitesse de pensée. Sa vitesse mentale continue d'accélérer quand il a quitté nos bureaux. Je lui ai dit de profiter du temps supplémentaire qu'il semblait avoir, car pour son cerveau suraccéléré, les minutes semblaient des heures. À l'époque, j'ai pensé que S47 considérerait les effets du médicament comme positifs. Je l'ai imaginé chez lui, lisant rapidement et joyeusement des livres qu'il voulait trouver le temps de lire. C'est ce que j'aurais fait, moi. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Je ne m'étais pas réellement mis à sa place. Rentrer chez lui depuis notre bureau semblerait prendre des jours. Il a dû percevoir des heures de temps subjectif juste dans l'ascenseur de notre bureau. Une journée à attendre le prochain train et une autre journée entassée dans un wagon bondé et malodorant. Si j'y avais pensé pendant qu'il était encore dans notre bureau, je ne l'aurais peut-être pas laissé partir avec rien d'autre qu'une brochure sur l'essai du Mentanovox. Mais ce qui est arrivé à S47 a été bien pire que de vivre l'équivalent de plusieurs jours dans le métro. 90 minutes après que je l'ai renvoyé chez lui, j'ai reçu un appel des urgences de l'hôpital White Oak. Un homme avait été retrouvé alors qu'il se comportait bizarrement, juste en dessous d'un banc à la station de métro Glenmont. Lorsqu'il est arrivé aux urgences, il ne répondait plus. Le personnel des urgences a trouvé la brochure de l'essai du Mentanovox, et c'est là qu'ils ont décidé d'appeler mon laboratoire. J'ai prélevé un échantillon de sang et effectué un test de dégradation d'engrammes. Je vais essayer de simplifier un petit peu la neuroscience. Mais en gros, les cellules d'un cerveau conscient créent constamment de nouvelles connexions et démontent les connexions existantes. Les nouvelles connexions représentent l'apprentissage et les connexions supprimées représentent l'oubli. Pendant le sommeil, le liquide céphalorachidien élimine les débris métaboliques de cette activité. Le test que j'ai effectué mesure la quantité de dégradation d'engrammes, l'oubli, survenu depuis le dernier cycle de sommeil. La dégradation d'engrammes est une bonne façon de mesurer la durée équivalente de conscience, c'est-à-dire combien de temps un patient a perçu être réveillé. Nous utilisons cela dans les essais du Mentanovox pour mesurer l'accélération de la vitesse de pensée. Plus de dégradation d'engrammes signifie que le sujet a perçu une période de conscience plus longue. Les résultats de dégradation d'engrammes de S47 étaient incroyablement élevés. J'ai effectué les tests 3 fois pour m'assurer que l'équipement du laboratoire n'avait pas de problème. J'ai obtenu les mêmes résultats à chaque fois. Le cerveau de S47 avait fonctionné si vite que dans les 90 minutes entre son départ du laboratoire et son arrivée aux urgences, il avait perçu 8 millions d'années de conscience. Cet homme avait été éveillé si longtemps dans son cadre temporel perçu qu'il avait tout oublié, littéralement. Son esprit fonctionnait si vite que même l'acte presque instantané de cligner des yeux était perçu comme des milliers d'années d'obscurité. De sa perspective massivement accélérée, sa vue de la station de métro depuis le dessous du banc devait ressembler à une scène éternelle et immuable. Le manque quasi total de stimulation mentale qu'il a vécu, combiné aux 8 millions d'années de temps perçu, a été absolument dévastateur. Son cerveau s'est démantelé dans un acte d'oubli. Les urgences m'ont envoyé le résultat de son IRM. Son cortex n'avait aucune activité.
Sa matière grise était essentiellement une collection de neurones déconnectés. À l'époque, nous n'avions aucun moyen de savoir ce qui avait causé cet effet secondaire extrême. Mais nous avons noté que son analyse de sang montrait qu'il avait récemment pris un somnifère. Nous avons supposé que la dose de 25 mg de Montanovox, une substance inconnue pour son corps, avait interagi avec le somnifère. J'ai compilé tout ce que j'avais sur S47 dans un rapport et je l'ai envoyé au siège. L'entreprise a publié un bulletin sur les réactions indésirables aux médicaments et l'essai de Montanovox a été suspendu indéfiniment. À vrai dire, je n'ai jamais su ce qui était arrivé à S47. 2 mois plus tard, j'étais dans mon bureau, préparant un essai pour un nouveau médicament contre l'hypertension. Et c'est à ce moment-là que la réceptionniste m'a appelée. Il y a une femme qui veut vous voir. Puis elle a chuchoté. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de rendez-vous à cause de son statut. J'ai rencontré cette visiteuse inattendue dans le hall. Une femme d'une trentaine ou quarantaine d'années. Elle portait un tailleur noir et un vieux sac à dos rouge sur une épaule. Elle s'est présentée dès que je suis rentrée dans le hall animé. Comme si elle savait déjà à quoi je ressemblais. Je m'appelle Hélène Kaizen. Je travaille avec le département de la Défense et j'ai besoin de parler de Montanovox. Dès que nous sommes arrivés dans mon bureau, elle a sorti une pile de papiers de son sac à dos et les a posés devant moi. C'était le bulletin sur les réactions indésirables au Montanovox. Je veux que vous me fassiez ça. Vous voulez que je provoque la pire réaction indésirable dont j'ai entendu parler? Chez vous? Exprès? Le bulletin dit qu'une forte dose de flumazénil pourrait potentiellement inverser la réaction. Je veux que vous provoquiez l'effet secondaire au Montanovox chez moi et quand je donnerai le signal, que vous m'administriez du flumazénil pour ralentir mon esprit. Attendez, le bulletin dit « pourrait potentiellement ». Vous êtes consciente que c'est 2 mots vagues à la suite? Le bulletin a une section obligatoire sur les recherches futures, et ils ont mis la seule idée farfelue qu'ils avaient. En réalité, personne ne sait comment prévenir, provoquer ou inverser cette réaction. Je n'ai pas de problème avec l'incertitude. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Dans quel but? La science. Je veux voir quelqu'un mourir, de mes propres yeux, de façon ralentie et à l'extrême. J'ai repoussé le bulletin vers elle. Qui que vous soyez, Madame Kaizen, votre idée de la science et la mienne sont profondément incompatibles. Je ne vous aiderai pas à détruire votre cerveau. Je ne participerai pas à ce qui ressemble plus à un rituel de mort satanique qu'une recherche clinique. 6 semaines plus tard, j'ai été escortée à travers la sécurité du bâtiment G164 à Aberdeen Proving Ground. Mon escorte, le docteur Hélène Kaizen. Ces 6 semaines m'ont ouvert les yeux sur ce qu'une personne bien connectée peut accomplir, peu importe la démence de ses objectifs. Le docteur Kaizen avait obtenu une exemption d'intérêt national pour l'interdiction du Montanovox. J'ai reçu le document original signé par la directrice du Conseil de sécurité nationale elle-même. Franchement, jusqu'à ce moment, j'ignorais qu'une telle exemption existait pour un médicament interdit. Hélène avait également influencé les directeurs de l'énorme entreprise pharmaceutique qui avait développé Montanovox. La PDG m'a appelé et m'a demandé de participer à l'expérience importante du Dr Kaizen. Je lui ai demandé si elle savait exactement ce que faisait Hélène. Je n'en ai aucune idée, et ça m'est égal. Donnez-lui toute l'aide dont elle a besoin. Des questions? Sa façon de dire « des questions » indiquait clairement que je ne devais pas en poser. Bien sûr, j'en avais. Et pourquoi est-ce que je devrais participer à ça était en tête de liste. Mais j'avais déjà reçu une lettre de réprimande des RH pour mon manque de jugement en laissant S47 rentrer chez lui sur l'emprise du Montanovox. Je me sentais poussée à faire profil bas et suivre le courant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Hélène m'a accueillie dans le hall du gigantesque bâtiment de bureau sur la base militaire. Lors de sa visite à mon laboratoire, elle portait un tailleur noir. Aujourd'hui, elle portait une blouse blanche avec Kaizen brodée au-dessus de la poche. Merci d'être venu. Je suppose que vous avez les médicaments? Un flacon de 100 mg de Montanovox HCl. Elle avait demandé que le Montanovox soit préparé sous forme injectable. Et une boîte de comprimés d'ambienne. J'avais aussi un flacon de flumazénil qui, selon le bulletin rédigé à la hâte, pourrait potentiellement inverser la réaction croisée du Montanovox avec l'ambienne. Le garde dans le hall m'a donné un badge rouge avec une grande lettre E pour escorte requise. Et Hélène m'a conduite dans les bureaux au-delà. Son bureau était une pièce sans fenêtre, avec des tableaux blancs du sol au plafond couvrant les 4 murs et même l'arrière de la porte. Des équations et des diagrammes étranges avec des étoiles, des cercles et ceux qui ressemblaient à des symboles d'ingénierie électrique ou peut-être des runes anciennes, remplissaient les tableaux blancs. Hélène m'a regardé contempler les étranges symboles qui nous entouraient et elle a ri. C'est juste des maths, ça.
Elle a pointé les marques qui ressemblaient à des runes anciennes. Ça n'est qu'un gigantesque différentiel probabiliste. Peu importe. Puis elle m'a tendu une pile de documents. Signez ceci, s'il vous plaît. Ce sont des accords de confidentialité. J'ai signé les documents pendant qu'Hélène fouillait dans une montagne de classeurs et de boîtes dans un coin de son bureau. Vous pouvez porter ça? A-t-elle dit en me tendant une blouse blanche. Je lui ai rendu les documents signés et j'ai enfilé ma blouse. Vous savez que vous allez détruire votre cerveau. Le patient qui a eu la réaction croisée s'est retrouvé avec un cortex complètement déconnecté. On ne revient pas de ça. Merci de votre dévotion, mais j'ai un plan. J'ai soupiré. Ça allait vraiment arriver et j'en faisais partie. Ok, c'est quoi le plan? Je vais prendre le somnifère en avance. Je vais aussi prendre 50 mg de dexamphétamine pour ne pas m'endormir. Ensuite, on attend. Ah oui, et on attend quoi? On attend que le sujet décès meure. Quand Hélène m'a rendu visite et m'a dit qu'elle voulait voir quelqu'un mourir, j'ai pensé que c'était une folle isolée, quelqu'un qui faisait ses propres recherches. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais complètement tort. Quoi que Hélène fasse, elle avait le soutien total de personnes importantes, dont bien sûr la directrice du Conseil de sécurité nationale. Et apparemment, il était dans l'intérêt national de surdoser Hélène avec un médicament psychoactif expérimental et de la laisser regarder quelqu'un mourir. C'est une étude sur des animaux? Le sujet décès est un humain atteint d'une maladie terminale. Il est porté volontaire pour participer à cette expérience. Elle s'est tournée vers son bureau, a fouillé dans une pile de papiers et de dossiers, puis elle a trouvé ce qu'elle cherchait et m'a tendu un dossier vert. Nous avons l'approbation du comité d'éthique. C'est que c'est un peu inhabituel, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui est approuvé. Je me suis rappelé avoir dit à Hélène que son expérience ressemblait plus à un rituel de mort satanique qu'à une science légitime. Dans son bureau, avec des murs couverts de symboles mathématiques étranges et de diaphragmes d'étoiles dans des cercles, cette pensée m'a de nouveau traversé l'esprit. Malgré tous les attributs d'autorité et d'approbation, je ne voyais toujours pas comment cette expérience absurde pouvait être légitime. Le téléphone a sonné et Hélène a répondu par un bref oui. La personne à l'autre bout du fil a parlé brièvement. Nous arrivons tout de suite. A dit Hélène avant de raccrocher. On doit aller à la chambre de capture. Je vous expliquerai le plan plus en détail sur place. Nous sommes sortis de la pièce, Hélène en tête. Nous avons traversé les couloirs de son bureau au 2e étage, puis descendu 10 étages par l'escalier. À travers des portes coupe-feu au bas de l'escalier, nous sommes entrés dans un autre vestibule de sécurité. Plus de vérification d'identité, plus de signature sur des feuilles de présence. J'ai tout de même mis mon téléphone dans un petit casier. On m'a donné un second badge indiquant détenir et bander les yeux si non accompagné. Puis, nous sommes passés par un sas vitré une personne à la fois et enfin dans un long couloir. J'ai lu les panneaux sur les portes que nous passions. Certains étaient normaux pour un couloir de sous-sol. J'avais pu voir écrit électricité, placard d'entretien, chauffage et climatisation. Puis les panneaux sont devenus plus étranges. Pharmacie, théologie, hospice. Nous avons fini par nous arrêter devant une porte avec un petit panneau indiquant chambre de capture. Hélène a entré son code sur le clavier de la serrure et j'ai entendu le verrou s'ouvrir avant de ressentir une soudaine vague de peur, presque de la panique. Ce sentiment allait au-delà d'une simple aversion pour ce que faisait Hélène. J'ai senti que ce qui se trouvait derrière cette porte était mal. Pas seulement moralement ou scientifiquement erroné, mais cosmiquement mal et très dangereux. Hélène m'a tenu la porte et je suis rentrée dans la pièce où j'ai passé les 125 années suivantes. La chambre de capture était un espace gigantesque, comme un Walmart sans rayon. Un sol de carrelage blanc impeccable réfléchissait des rangées de centaines de lumières fluorescentes suspendues à 50 pieds au-dessus de nous. Un lit d'hôpital était positionné au centre d'une plateforme circulaire surélevée au milieu de la pièce. Même de la porte, à une bonne 50aine de mètres, je pouvais voir qu'il y avait un patient dans le lit. Un moniteur de signes vitaux se trouvait à gauche du lit, et un homme était assis sur une chaise pliante en métal à droite. La plateforme était entourée de machines lourdes, d'énormes plaques montées sur des axes en acier inoxydable brillant, étaient reliées à un réseau de rails imbriqués entourant la plateforme. Un enchevêtrement de câbles colorés serpentait à travers l'équipement, comme des racines d'arbres ou des capillaires, donnant à l'appareil un aspect organique. Une autre plateforme surélevée se trouvait à l'extérieur de l'anneau de machine. Au lieu d'un lit, cette plateforme portait un fauteuil inclinable en cuir noir, orienté de manière à ce que celui qui s'y asseyait puisse observer le sujet d'essai. Au moins 2 douzaines de moniteurs d'ordinateurs étaient montés sur un cadre métallique autour du fauteuil. Hélène m'a conduite vers cette seconde plateforme d'observation. Le sujet d'essai
a cessé de s'alimenter par voie orale il y a 6 jours et a perdu connaissance il y a 36 heures. Nous surveillons sa respiration et les mouvements de sa mâchoire. Nous pensons qu'il mourra dans les 2 prochaines heures. Elle a pointé le patient dans le lit d'hôpital. Et qui est cet homme assis à côté de lui? C'est son fils. Nos protocoles exigent que les sujets d'essai en phase terminale soient accompagnés par un membre de la famille. Comme le sujet et le membre de la famille doivent avoir une habilitation de sécurité top secrète, trouver des sujets correspondant aux critères du protocole est assez laborieux. Quelque chose dans sa façon de dire cela suggérait qu'elle trouvait la présence des membres de la famille inutile. Nous avons monté un petit escalier jusqu'à la plateforme d'observation avec le fauteuil en cuir. Le fauteuil faisait face à la plateforme centrale avec le lit d'hôpital où le sujet d'essai était en train de mourir. 2 grands supports portant chacun une douzaine de moniteurs encadraient la vue du lit. Les écrans clignotaient avec des motifs qui semblaient être aléatoires. Hélène s'est dirigée vers le fauteuil en cuir et je l'ai suivie abasourdie, essayant de comprendre cette expérience bizarre. Ou peu importe ce que c'était. Hélène a ensuite continué à me parler, indifférente à ma confusion. Je vais prendre l'ambienne et la dexamphétamine maintenant. La dexamphétamine neutralisera l'ambienne, donc je n'aurai aucun problème à rester éveillée. Nous attendrons que sa respiration ralentisse à 6 respirations par minute. Ensuite, vous m'injecterez 40 mg de Mentanovox. Elle s'est assise dans le fauteuil, un fauteuil inclinable étonnamment ordinaire, puis elle m'a dit où poser les médicaments. Elle a désigné une petite table à sa droite qui contenait un grand verre d'eau et un flacon de médicaments étiqueté dexamphétamine. Vissé à la coudoir, il y avait une boîte métallique grise contenant un ensemble de commutateurs et de lumières. Il y avait aussi un gros bouton rouge en forme de champignon, étiqueté « Injecté maintenant » qui dominait tous les autres. Une fois que le sujet d'essai sera mort et que j'aurai observé ce que je dois voir, je presserai le bouton « Injecter maintenant » et vous m'injecterez immédiatement 200 mg de flumazénil. Elle a pointé son épaule gauche. Un petit carré de tissu avait été découpé dans la blouse, exposant son épaule. C'est ici que vous injecterez le Mentanovox. Vous injecterez le flumazénil directement dans mon cou. Faudra qu'il agisse le plus rapidement possible. Hélène, est-ce que vous avez vraiment lu le bulletin sur S47 ? Il a eu l'impression d'être conscient pendant 8 millions d'années. Son esprit était détruit quand il est arrivé aux urgences, complètement dépourvu de connexion corticale. Et sa souffrance, elle est inimaginable. J'ai fait les calculs. A-t-elle répondu avec agacement. Avec la dose que je recevrai, je m'attends à vivre entre 3 et 500 ans de conscience. Ce sera une pause agréable, franchement. Une pause agréable ? Agréable, vous dites. Vous êtes consciente qu'on parle de 500 ans. Des années à rester assise dans un fauteuil, à regarder un cadavre pendant que ses écrans clignotent en faisant du bruit. Ces écrans affichent du matériel de lecture. Celui-là Elle a pointé le moniteur en haut à gauche. affiche des pages Wikipédia à raison de 500 par seconde. Celui d'à côté défile 20 000 œuvres de littérature anglaise à 500 pages par seconde. Et ainsi de suite pour les autres moniteurs. Archives de presse, publications scientifiques, réseaux sociaux, etc. Nous avons acheté des moniteurs spéciaux avec un taux de rafraîchissement de 500 Hz, juste pour afficher l'information assez vite. J'ai fixé les 2 rangées d'écrans clignotants. Je ne pouvais rien percevoir d'autre qu'un scintillement douloureusement lumineux. Vous allez lire pendant 500 ans tout en observant cet homme là-bas ? Et rattraper quelques mails. A-t-elle dit en faisant pivoter un clavier d'ordinateur depuis un compartiment dans la coudoir du fauteuil. Préparons-nous, d'accord ? Elle a sorti un casque de la poche de sa blouse et l'a mis sur sa tête. Ici Hélène Kaizen. Ceci est l'enregistrement audio de l'activité d'observation numéro 54. Observation numéro 54 ? Depuis combien de temps observait-elle des gens mourir dans cette pièce bizarre ? Hélène a continué à parler dans son casque. Il est 14h23. Prends une dose préalable d'un Ambien et de 50 mg de dexamphétamine. Elle a sorti l'ambienne de l'emballage et l'a avalé avec une gorgée d'eau. Puis elle a pris 2 comprimés du flacon de dexamphétamine avant de les avaler. Maintenant, on attend. A-t-elle dit en se tournant vers moi. Elle a appuyé sur quelques touches de son clavier et l'un des moniteurs du banc droit a cessé de clignoter pour afficher un fond d'écran d'ordinateur standard. Elle a cliqué sur des icônes et a déplacé des fenêtres. Une fois terminé, l'écran affichait 3 onglets. En haut, une bande de données mettait à jour lentement des graphiques que j'ai supposé être les signes vitaux du patient. Pression artérielle, fréquence respiratoire, oxygène sanguin, tout y était. En dessous, il y avait la boîte de réception d'Hélène, 1478 emails non lus, et une fenêtre de traitement de texte ouverte sur une page blanche. Je comprends qu'une fois que le Mentanovox fera effet, l'énergie sonore sera atténuée au point que je n'entendrai rien.
Je n'aurai pas assez de contrôle musculaire fin ou de contrôle de la respiration pour parler. Donc je taperai mes observations et tout ce que j'ai besoin de communiquer ici. Elle a déplacé le curseur vers la fenêtre de traitement de texte. Surveillez ça pendant que nous procédons. Ce sera mon seul moyen de communication. Nous avons attendu. Hélène m'a ignoré pendant qu'elle lisait et écrivait des emails. La respiration du patient a lentement diminué et je me suis éloignée de la plateforme d'observation pour examiner de plus près les machines entourant le patient. Restez loin de cette zone, A crié Hélène. Je vais bientôt lancer la séquence de capture et il y a beaucoup de dangers mécaniques quand elle fonctionne. Me sentant comme une enfant réprimandée, je me suis dirigée vers le petit escalier menant à la plateforme avec le lit d'hôpital. À part Hélène, l'homme mourant et son fils étaient les deux seules personnes dans l'immense pièce. Le sujet était un homme émacié qui semblait avoir au moins 90 ans. Il dormait. Ou plutôt, il était dans un état d'inconscience qui ne semblait pas du tout reposant. Son corps osseux et flétri faisait à peine une bosse dans le matelas moelleux du lit d'hôpital. Des bleus sur ses bras trahissaient une longue bataille comme une maladie nécessitant de nombreux médicaments intraveineux. J'ai salué son fils, un homme d'âge moyen assis à côté de lui. Il a levé les yeux du livre qu'il lisait. Avant qu'il ne puisse parler, Hélène a crié à travers la chambre. Pas de communication avec le personnel sur la plateforme de sujet d'essai. Le fils du patient a levé les yeux au ciel et m'a chuchoté. Hélène est un peu pointilleuse sur le protocole. Ne faites pas attention. J'ai hoché la tête en accord et je suis retournée vers Hélène sur la plateforme d'observation. En repartant, j'ai examiné sans comprendre les machines entourant la plateforme de test. J'ai fixé les rangées d'écrans clignotants, essayant en vain de percevoir ne serait-ce qu'un seul écran de contenu. Je me suis tenue derrière Hélène et j'ai lu discrètement quelques-uns de ses emails sortants. Analyse des risques des expériences de capture de portail, avantages militaires de la recherche théologique appliquée et échec du contrôle des heures. Hélène m'a jeté un regard qui indiquait clairement qu'elle n'appréciait pas ce que j'étais en train de faire. Alors je suis retournée me promener autour de la pièce. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. J'ai pensé au plan d'Hélène de passer des siècles de temps perçus dans cette pièce. Cela faisait seulement 2 heures que j'étais là, et j'avais désespérément hâte de partir. Passer plusieurs vies ici et attendre cela avec impatience, c'était bien un signe qu'Hélène était différente. C'est l'heure, A crié Hélène à travers la pièce. J'ai couru jusqu'à la plateforme d'observation. Hélène avait déjà préparé l'injection du Mentanovox. Sur la plateforme éloignée, le fils se tenait au-dessus du lit, tenant la main de son père. Hélène parlait dans son casque quand je suis arrivée en haut de l'escalier. La pression artérielle baisse. La fréquence respiratoire est à 6. La probabilité de décès dans les 10 prochaines minutes est supérieure à 90%. Lancement des stabilisateurs de portail. Elle a actionné quelques interrupteurs sur le panneau de contrôle contenant le bouton injecter maintenant. Une sirène a retenti, des lumières rouges de style voiture de police sur les machines ont commencé à clignoter. L'appareil entourant le patient s'est lentement animé. Les moteurs bourdonnaient avec une tonalité croissante. Les axes tournaient de plus en plus vite, leur rouage poussant le réseau étrange de poutres de haut en bas. Les parties les plus rapides de la machine ont commencé à briller et à clignoter, lui donnant l'apparence d'une attraction de fête foraine. La machine tournait et vibrait de plus en plus vite. Le réseau de poutres lumineuses s'est flouté, et même comme ça, la machine continuait d'accélérer. Et les clignotements apparemment aléatoires se sont synchronisés avec le mouvement du réseau de poutres, formant une étoile à 5 branches inscrite dans un cercle qui oscillait de manière imprévisible. Dispositif de capture activé. Injection de Mentanovox maintenant. Hélène a de nouveau parlé dans son casque, puis elle m'a tendu la seringue. Injectez-moi le Mentanovox puis restez sur cette plateforme et surveillez mes entrées de journal. Et ce qu'il s'y passe quand je presse le bouton injecter maintenant. 200 mg de flumazénil dans le cou. Oui. Préparez l'injection maintenant. Il ne doit y avoir aucun retard quand je presse le bouton. J'ai pris la seringue de Mentanovox. Vous ne survivrez probablement pas à ça, vous savez. Vous souffrirez tellement pendant ce que vous percevrez comme des siècles. Votre esprit finira par se démanteler dans un acte catastrophique d'oubli. Je connais les risques. Injectez-moi maintenant. Et je l'ai fait. Hélène est restée silencieuse pendant 1 minute. Elle a regardé le patient sur la plateforme éloignée, elle a fixé les écrans clignotants, puis elle a tourné la tête vers moi et a dit Je pense que ça commence à faire effet. Elle a prononcé les mots si vite que je les ai à peine entendus. Votre perception est nettement accélérée, peut-être 10 fois plus rapide. Hélène s'est tournée si vite qu'elle a failli tomber du fauteuil. Elle a porté ses mains au clavier et a tapé. Les touches résonnaient comme un roulement de tambour. Je peux vous entendre, mais votre voix est ralentie et décalée en fréquence, je comprends pas. Je communiquerai via cet écran. Tapez votre réponse ici. Sa vitesse mentale était maintenant si élevée
que le moindre son devenait méconnaissable, étiré et distordu au point d'être inutile pour la communication. Mais grâce au système informatique interphasé avec son casque, sa voix pouvait être retranscrite et jouée à vitesse normale. C'est pourquoi même si Hélène tapait à toute vitesse, je l'entendais encore comme si elle s'exprimait normalement. Je me suis penchée sur son clavier et j'ai tapé « Combien de temps met mon stylo à tomber ?» Je me suis placée devant Hélène. Ses yeux bougeaient frénétiquement oscillant entre moi, les écrans et le patient sur la plateforme éloignée. J'ai sorti un stylo de ma poche et je l'ai laissé tomber par terre. Hélène a tapé sa réponse en un roulement de tambour. Des jours pour tomber. Le son a disparu. Au travail. Hélène a fait exactement ce qu'elle avait dit. Elle a secoué la tête d'un côté à l'autre entre les écrans, lisant les informations qu'ils affichaient. Elle a ouvert des emails et tapé des réponses à une vitesse fulgurante. Ses yeux s'attardaient sur le patient au centre des machines tourbillonnantes, puis elle revenait à sa frénésie de lecture et d'écriture. 3 minutes se sont écoulées. J'ai essayé de calculer combien de temps ces 3 minutes représentaient pour elle. Si le quart de seconde que prenait mon stylo pour tomber lui semblait des jours, alors chaque seconde devait représenter environ 1 semaine pour elle. 3 minutes équivalaient à plus de 3 ans. Je l'ai observée de près. Elle ne semblait pas souffrir. Elle pouvait presser le bouton injecté maintenant à tout moment, mais jusqu'à présent, elle avait choisi de ne pas le faire. Son schéma de mouvement frénétique et de frappe s'est soudainement arrêté. Elle a fixé le patient pendant environ 3 secondes. Ces secondes représentaient des semaines de son temps. Hélène a tapé de nouveau sur le clavier. Il est mort. Le chaos a éclaté. Un instant après le message d'Hélène, le moniteur de signaux vitaux a affiché un message d'alerte rouge. Les mains d'Hélène ont parcouru le panneau de contrôle à une vitesse fulgurante, actionnant des interrupteurs et tournant des cadrans. La machine infernale s'est arrêtée brusquement dans un crissement et un gros boom. Le sol a tremblé lorsque les fondations du bâtiment ont absorbé les forces nécessaires pour arrêter des tonnes de métal en mouvement. Les formes en étoiles et en cercle brillaient plus fort que jamais, figées à un angle étrange par la machine immobilisée. Au même moment, le fils du patient a hurlé de douleur et s'est effondré au sol. Non, ce n'était pas si simple. J'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'il n'était pas tombé. Ses jambes s'étaient affaissées sous lui, pliées comme si elles étaient en caoutchouc ou en plastique fondu. Ses jambes continuaient de fondre jusqu'à ce que son torse repose sur la plateforme, dans une flaque de liquide rouge. L'homme a essayé de crier à nouveau, mais le traumatisme sévère qui avait ruiné ses jambes a commencé à affecter son abdomen. Avec son diaphragme détruit, crier était impossible, et respirer aussi. Tous mes instincts me poussaient à courir vers la porte, à sortir de cette pièce. Mais j'avais le devoir d'administrer l'antidote à Hélène. Je ne voulais pas être responsable qu'une autre personne vive ce que S-47 avait enduré. À ce moment-là, Hélène a tapé un autre message. Il a pris sa seconde mort dans le portail. Injectez-vous du Montanovox maintenant ou vous mourrez. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait la première ligne de son message. Seconde mort, portail. Ces mots n'avaient aucun sens pour moi. Mais la seconde ligne, je l'ai comprise. Et il était hors de question que je m'injecte ce médicament. Vivre 1000 vies dans cette installation souterraine lugubre, je préférais mourir. Sur la plateforme éloignée, le fils de l'homme qui apparemment était mort 5 secondes plus tôt continuait de se dissoudre. Sa poitrine s'est éclatée comme un ballon d'eau. Sa tête et ses bras sont alors tombés dans la flaque que son corps avait formée. Et ils ont flotté comme des jouets de piscine terrifiants pendant un moment. Puis ils ont fondu à leur tour. J'avais quelques secondes pour réfléchir à ce qu'Hélène avait écrit. Prendre le médicament et vivre. Il a pris sa seconde mort dans le portail. Que m'arriverait-il à moi si je ne prenais pas le Montanovox ? Serais-je littéralement liquéfié comme le fils du sujet d'essai ? Aussi horrible que cela semblait, c'était bien mieux que les 8 millions d'années de privation sensorielle qu'avait vécu S-47. Et qu'est-ce que ça voulait dire, sa seconde mort ? Mais là où je n'avais que quelques secondes pour réfléchir, Hélène, elle, était dans un état mental hyper accéléré et avait l'équivalent de jours pour décider ce qu'on devait faire. Ce qu'elle devait me faire. Je me suis tournée des écrans pour la regarder. Elle me regardait avec des yeux fixes. Pour elle, chaque micro-expression sur mon visage, chaque petit changement dans mon langage corporel, était un processus de plusieurs heures. Elle savait probablement ce que j'allais faire avant même que je le fasse. Je n'allais pas prendre le médicament. Hélène s'est levée du fauteuil avant que je puisse secouer la tête pour lui dire non. Son système de proprioception fonctionnait 10 000 fois plus vite que son corps. Avec un tel décalage entre le contrôle mental et physique, se déplacer normalement était presque impossible. Hélène l'a découvert en essayant de se lever. Elle a mal jugé la force nécessaire et s'est littéralement projetée hors du fauteuil. Dans un autre contexte,
Sa chute au sol aurait été comique. Elle s'est lancée dans un arc torsadé. Ses bras et ses jambes s'agitaient sauvagement, mais elle ne pouvait pas contrôler sa chute. Elle est tombée face contre terre sur la plateforme et a continué à agiter ses membres inutilement pendant quelques secondes. De sa perspective temporelle déformée, sa chute a dû prendre 1 jour ou 2. Ses efforts futiles au sol ont occupé 1 semaine de son temps. Quoi qu'Hélène puisse être, il est clair qu'elle est extrêmement intelligente. Elle peut comprendre et apprendre rapidement. C'est exactement ce qu'elle a fait sur le sol. Elle s'est figée, puis a commencé à bouger méthodiquement un membre à la fois. Elle a levé une jambe puis l'a laissée retomber. Elle a ramené son autre genou vers son torse, puis elle s'est appuyée sur son coude gauche. Elle s'est ensuite stabilisée avec son bras droit avant de se relever. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait retomber, mais ses mouvements étaient plus contrôlés cette fois. Elle était déterminée, et elle avait appris à bouger sous l'influence du Montanovox. Du sang coulait de sa bouche et de son nez là où elle s'était cognée le visage sur le sol. Elle a jeté un coup d'œil à la plateforme éloignée. Le fils du sujet d'essai continuait de se liquéfier. Puis, elle s'est tournée vers moi. Ses mouvements ressemblaient plus à ceux d'un oiseau qu'à ceux d'un humain. Une séquence de mouvements fulgurants ponctués de courts intervalles d'immobilité. Elle s'est déplacée latéralement avec un soubresaut et a saisi la seringue et le flacon de Montanovox sur la table à côté de son fauteuil. Ses yeux continuaient de me fixer alors qu'elle enfonçait l'aiguille à travers le seau du flacon et remplissait la seringue. Je savais que crier était inutile, car elle ne m'entendait pas. Mais la peur avait déconnecté ma bouche de mon cerveau. La panique et la terreur ont remplacé toutes mes autres pensées. J'ai commencé à courir, ou plutôt j'ai commencé à me tourner pour courir. Hélène avait des heures pour observer mon changement de posture et l'engagement de mes muscles. Elle s'est jetée sur moi, anticipant parfaitement où serait mon cou lorsque son bras m'atteindrait. Pour elle, la lutte physique était une activité intellectuelle comme les échecs, pas un effort physique comme un combat. Dans la fraction de seconde où j'ai essayé de m'échapper, elle a analysé mon visage, vu tous les petits signes que mon corps trahissait, puis a calmement planifié comment m'arrêter. Malgré ma tentative d'esquive, elle m'a planté l'aiguille dans le cou. Bien que son attaque ait été fulgurante, elle a réussi à injecter le Montanovox directement dans ma jugulaire. J'étais déjà déséquilibrée en essayant d'esquiver son attaque lorsqu'elle m'a percuté. Je suis tombée durement au sol. Non, en fait, j'ai commencé à tomber vers le sol. Mais la dose massive du médicament injecté directement dans mon cou a fait effet presque instantanément. Tout son s'est abaissé en fréquence, puis s'est éteint complètement, comme si la bande-son de ma vie était un disque vinyle qui s'arrêtait. Le monde s'est figé avant que je ne touche le sol. À un instant, je luttais désespérément pour m'échapper, et l'instant d'après, j'étais figée en pleine chute comme un insecte fossilisé dans l'ambre. Et ça, ce n'était que le début de mon calvaire. Does anyone know if we can find copper down here? Opposite Tetsata. Did they say that? Probably not. Fuck. Valenger, thank you so much. I hope you have been well. Ah, man. If we had copper... Thud! Copper! Oh! Right there! Oh, wait, copper. No, that's not copper. I got light too. Please, copper. You don't understand the problem that I'm having right now. Okay? The problem that I'm having right now is that I'm fucking scared to keep going down that hole. Because we don't have a lot of oxygen. Wait, that fish is green. A specimen with symptoms of infection. Organism is displaying signs of bacterial infection. It's okay.
maybe the fish just need some antibiotics.